Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous allons accroître notre soutien au transfert des migrants qui quitteront Lampedusa. Et nous exhortons les pays membres à recourir au mécanisme de solidarité volontaire européen pour le transfert des migrants hors de l'Italie. Nous devons appliquer les règles européennes que nous avons adoptées voilà quelques mois, qui consistent à faire les demandes d'asile à la frontière. Mais ce serait une erreur d'appréciation que de considérer que les migrants, parce qu'ils arrivent en Europe, doivent tout de suite être répartis dans tous les pays d'Europe et dont la France. Il faut trouver un point commun au sein de l'Europe pour protéger les frontières, lutter contre ces flux migratoires non contrôlés. Mais la décision du peuplement du pays doit être du ressort de la souveraineté populaire, c'est-à-dire des nations. Et donc lors de cette visite à Lampedusa hier, Ursula von der Leyen a donc répondu à l'invitation de Giorgia Meloni qui voulait qu'elle constate la situation critique in situ. Les interventions d'Emmanuel Macron auprès de la présidence du Conseil italien et les appels du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à son homologue italien sont vus à Rome comme finalement les premiers signes tant attendus de la solidarité, Philippe. Et c'est pourquoi on vous pose cette question. #Lampedusa, #immigration. L'Europe doit-elle imposer une répartition équitable des migrants par pays? Est-ce que c'est à Ursula von der Leyen et à la Commission européenne de décider, ou est-ce que c'est aux États-nations de dire nous on veut pas, nous on veut bien tant, nous on veut bien tant? Venez nous le dire, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler à un spécialiste, Pierre-Henri, président de France Fraternité, bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de vous poser les premières questions, Philippe Bilger, face à l'état des lieux d'un drame, d'un désastre, quelle est la situation, comment on va gérer cette situation? J'avoue mon incertitude face à ces tragédies. J'entends bien que d'abord la vision conservatrice que j'ai ne peut pas considérer que c'est une chance pour l'Europe que l'arrivée désorganisée, improvisée, dramatique de ces milliers de migrants à Lampedusa. Deuxième élément, je suis frappé par les alternatives qu'on nous propose. D'un côté, cette tragédie de Lampedusa, si j'ose ce terme, montre que Giorgia Meloni avait fait des promesses qu'elle était incapable de tenir. Ça montre donc qu'une certaine politique de fermeté volontariste, drastique, péremptoire ne marche pas. Et de l'autre côté, je pense à quelque chose que j'ai lu sur Mediapart, c'est l'inverse. On nous dit le drame de l'Europe, c'est qu'elle n'accueille pas sans discrimination tous les migrants. Je me demande s'il y a une possibilité pour une politique conservatrice intelligente de régler le problème. J'avoue que j'attends avec impatience les avis de notre invité. Françoise Degois. Alors, Lampedusa, moi j'ai souvent été à plusieurs reprises en reportage et pour suivre des personnalités politiques. Déjà, on nous assène l'idée du record. Ce n'est pas vrai. Le record de migrants arrivés à Lampedusa, c'est 2016, 190 000 migrants. 2016 en Italie, 190 000 migrants. Donc, moi je veux bien qu'il y ait une campagne européenne, je veux bien qu'on instrumentalise l'immigration. On sait très bien pourquoi ces bateaux sont arrivés en masse, parce que la mer est très bonne. On sait très bien aussi que la Tunisie est totalement déstabilisé et que le gouvernement tunisien avec lequel nous signons des accords, mais on ne devrait pas signer des accords avec des gens aussi peu fiables, chasse littéralement les migrants. Le deuxième point, pour répondre à la question, je pense que les gouvernants se piègent eux-mêmes. Ils suivent leur opinion publique parce qu'ils pensent que l'opinion publique est contre les migrants. Donc, ils n'acceptent pas les clés de répartition. Et en n'acceptant pas les clés de répartition, finalement, on arrive à une sorte de bouchon et de blocage politique. Moi, je pense qu'au contraire, il faut aller contre ce qu'on croit être l'opinion, prendre des clés de répartition parce que les efforts européens doivent se partager. On a vu dans la dernière crise, les Allemands ont ouvert leurs portes, les Français, malgré les grands mots de mon ami François Hollande, les Allemands l'ont refermé. Mais ils ont fermé, mais bien sûr, mais ils ont fermé, ils ont accueilli 1,5 million. Donc moi, je considère, vous dites, c'est pas une chance, nous n'en savons rien. Il y a des études maintenant qui montrent, par exemple, qu'en Italie, les migrants qui sont arrivés se sont intégrés, rapportent 13 milliards d'euros à la société. Donc ça va. Je crois que cette crise-là de Lampedusa, qui n'est pas la première, en 2011 par exemple, on était dans la même situation aussi. C'est 3 échecs successifs. L'échec d'abord de la politique, comme le disait Philippe, la politique de l'Italie et du gouvernement actuel de l'Italie, ce qui prouve que ces types de gouvernements-là n'ont pas les solutions. La deuxième chose, c'est l'échec de l'Europe, et on reviendra là-dessus sans doute. Et la troisième chose, il ne faut pas l'oublier, c'est l'échec de l'Afrique aussi, qui n'arrive pas à se développer et à garder sa jeunesse et
et en particulier les gens chez eux. Ça, c'est un gros problème. La deuxième chose que je voulais vous dire, pour parler de la relocalisation, c'est que, oui, de toute façon, c'est des accords qui ont déjà été signés et donc il faut appliquer les accords. Mais relocalisation, certes, mais moi, ça me donne un peu l'impression d'être dans une baignoire qui est pleine, dont on essaie de vider en ouvrant la bonde, mais en gardant les robinets grandement ouverts. Donc, dans un premier temps, il faudrait peut-être arriver à fermer les robinets, c'est-à-dire avoir aussi une politique de contrôle aux frontières et effectivement d'étudier les demandes d'asile à l'extérieur de nos pays. Mais c'est ce qui est fait. Il ne faut pas non plus. Non, c'est pas du tout ce qu'il faut. Pas du tout, François. Écoutez, j'entends parler de tragédie, de drame. 8000 personnes à Lampedusa en 48 heures. Si on veut les répartir, c'est 300 personnes dans chaque pays européen. Et est-ce qu'il me paraît, personne n'a parlé d'invasion ou de submersion migratoire lorsque l'Union à 27 a accueilli 4 à 5 millions d'Ukrainiens, avec justesse d'ailleurs. Pas plus, nous n'avons parlé d'invasion migratoire lorsque, en 2015, nous avons fait face pour accueillir 1 500 000 personnes en provenance de Syrie. Alors, il ne s'agit pas de nier le problème qui se pose aujourd'hui aux pays de première arrivée, mais il faut garder raison. Les images qui sont en provenance de Lampedusa ne disent pas la vérité des flux migratoires vers l'Europe. Je vous rappelle qu'en 2022, les 5 premières nationalités qui ont déposé l'asile dans l'Union viennent premièrement de la Syrie, deuxièmement de l'Afghanistan, troisièmement de la Turquie, quatrièmement du Venezuela, cinquièmement de la Colombie. Donc l'idée selon laquelle en réalité l'Afrique se déverserait sur l'Europe est une idée totalement fausse, totalement construite. 80% des flux vont à l'intérieur de l'Afrique. Ensuite, vous posez une question qui est celle de la répartition. Alors nous avons un problème. C'est que la répartition, elle a déjà été votée, vous l'avez rappelé, en 2015, 160 000 personnes devaient être localisées, 30 000 seulement l'ont été. Il y a eu un autre accord en 2020, 20 000 régularisations, 20 000 relocalisations, en réalité 1 000 seulement. Eh bien tout simplement parce que, évidemment, les États rechignent, ne jouent pas le jeu de la solidarité. Et le premier pays qui ne joue pas le jeu de la solidarité, je vais vous le dire, c'est l'Italie aujourd'hui. Parce que quel est le pays qui accueille le plus en Europe ? Eh bien, c'est l'Allemagne. Le deuxième pays, c'est la France. Le troisième pays, c'est l'Espagne. Le quatrième pays, c'est l'Autriche. Et l'Italie joue en permanence avec les règles de la solidarité européenne. Mais pire, la Pologne et la Hongrie. Oui, alors là, c'est le groupe de Visegrad qui carrément dit « nous, on ne veut personne ». Mais parmi les pays de première entrée, évidemment, l'Italie ne joue pas le jeu. Alors, que font-ils ? D'ailleurs, on est en train de le voir à la frontière à Menton. Ils laissent passer les gens. Et que va-t-on faire ? On va renvoyer un certain nombre de personnes vers l'Italie. Et à un moment donné, les personnes en situation de migration vont trouver le passage. Mais on aura perdu du temps. Éventuellement, on se pose des problèmes de sécurité. C'est pour ça que moi, je suis pour un accueil. L'accueil, c'est de la sécurité, c'est de la dignité. La sécurité pour tout le monde. Nous tous, parce que nous sommes dans un monde dangereux. Et nous devons contrôler les personnes qui rentrent sur le territoire européen. Nous devons savoir qui ils sont. Mais en dignité, parce que nous leur devons la dignité, parce que nous sommes l'Europe, fondement de l'humanisme. Voilà, c'est tout simple. La raison doit gouverner. Philippe Bilger. Mais à votre avis, dans le micro, est-ce qu'on a le droit de s'interroger sur les raisons de leur venue ? J'entends par là, est-ce que c'est avoir un sentiment très laid sur le plan de l'humanisme que de se dire, mais pourquoi viennent-ils ? Eh bien, vous avez tout à fait raison de poser la question.
population, et puis on va regarder les différentes crises qui se succèdent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, et on va sans doute ensemble trouver un certain nombre de raisons. Quand une jeunesse entière, je vous rappelle que en Afrique subsaharienne, la moitié de la population a aux environs de 15 ans, et que leur avenir est particulièrement bouché. Et donc, dès lors, s'étonner qu'un certain nombre de jeunes gens veuillent s'inventer un avenir, non. Après, nous devons avoir une réponse, bien entendu. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Van der Leyen est allé en Tunisie, signer un accord. On a promis 101 millions pour renforcer la technologie, etc., l'achat de bateaux, etc. Mais aujourd'hui, que fait le gouvernement tunisien? Eh bien, il chasse un certain nombre de migrants, et en même temps, il chasse une partie de sa jeunesse, les met dans les mains de mafias qui, de Sarzis à Sfax, envoient cette jeunesse sur des... Françoise Devois et Jean-Michel Fauvergue court parce qu'on part en 0826 300 300. Je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, et merci de rappeler que nous devons cesser de passer des accords avec des personnes pas fiables. La Tunisie, qui était l'espoir des printemps arabes, est en train de sombrer dans le pire régime qui soit. Et je suis très heureuse que vous cassiez de cette façon-là les idées reçues. Il y a d'autres idées qui arrivent. Quand Philippe tout à l'heure disait je n'arrive pas à comprendre que c'est une chance, eh bien je le redis, les premières études tombent sous la direction de l'ONU, qui n'est pas soupçonnable de gauchisme échevelé, est en train de faire l'étude de ce que rapportent les migrants. Je le disais, dans un pays comme l'Italie, c'est 13 milliards d'impôts. L'idée reçue, vous savez que 53% des migrants sont chrétiens et ne sont pas musulmans. Donc on est dans une instrumentalisation de l'extrême droite, mais c'est tellement classique. Marion Maréchal Le Pen a fait ce que sa tante a fait en 2011, avec la même impuissance, parce que la réalité, c'est que tout ça est totalement stérile. Il faut imposer des quotas au pays. Jean-Michel Fauvergue. Ouais, alors moi, je suis assez content que Monsieur Pierre-Henri, pardon, excusez-moi. Non, Pierre-Henri, tout va bien. Monsieur Pierre-Henri reconnaisse quand même qu'il y a un échec total dans les politiques africaines, de manière générale, et ça, c'est quelque chose d'important. Pourtant, notre aide publique au développement en France, elle est égale à 0,6% oui, elle a de notre baissé. PIB. Non, elle a baissé, Jean-Michel, elle ne fait que baisser. Faux. Elle a augmenté de... Non, mais pas elle du ne fait tout. que baisser. Elle a augmenté, elle était à 0,4, elle est à 0,6 du PIB. Parce qu'elle avait déjà baissé avant, il y a eu un rattrapage. Et donc, du coup, tout l'argent qui est donné là-bas, eh bien, il sert pas à grand-chose. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je voudrais réagir sur quand on nous dit l'accueil sécurité, si c'est vrai. Je suis désolé, François. François, ça ne correspond pas à ce que vous pensez, mais c'est la vérité des choses. Écoutez, moi j'ai bossé sur ces questions pendant des années. Je voudrais aussi il y a une contradiction. C'est la Grande-Bretagne qui est à 0,7, c'est tout. J'ai dit 0,6. Jean-Michel, allez, ça ne sert à rien, ça n'est pas vrai. Quand on dit sur l'accueil est synonyme de sécurité, non, l'accueil n'est pas synonyme de sécurité. Vous avez une délinquance qui est une délinquance agressive, qui est tout Français vous le dira, avec des agressions de mineurs non accompagnés, des agressions d'autres personnes qui ont des stupes, etc. Non, il y a une partie de cette immigration-là qui est agressive, et l'accueil n'est pas synonyme de sécurité. Elle est d'autant plus agressive qu'elle est laissée à la rue. Allez, et donc, moi, je suis pour le contrôle, voyez-vous. Allez-y. Pardon. Juste, allez-y. Oui, mais je pense qu'en réalité, nous n'avons pas véritablement le choix, ou plus exactement, nous avons deux scénarios devant nous. Nous avons un scénario de raison, de pragmatisme, pour des raisons démographiques et économiques, un peu un scénario à la Merkel, Wir schaffen das. Nous pouvons le faire avec raison, pragmatisme, pour des raisons économiques et démographiques. Et puis nous avons un scénario à la Orban, à la Meloni, qui en gros on ferme tout, on se rétracte, et ça c'est le scénario du déclin. Et je vais vous dire, dans les deux cas ça va coûter de l'argent. Dans un cas il va falloir mettre de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour le logement, et dans l'autre cas il faudra mettre des sommes folles pour la technologie, pour la police, la surveillance, etc., sans garantie de réussite aucune. Eh bien, c'est à chacun en conscience aujourd'hui de choisir. En tout cas, 0826 300 300, une réaction de Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir. Bon, vous avez tout dit, mais bon, à mon avis, c'est parce que les Français voulaient écouter. Évidemment, moi, ce que je pense, c'est que nous sommes dans une situation où les passeurs et les ONG sont devenus les néo-esclavagistes de notre époque, afin de déstabiliser complètement le territoire européen. Après, on peut pas après les accepter en 3 points, rapidement, parce que je sais qu'il faut être rapide.
Le premier, c'est le côté humanitaire. Si on regarde aujourd'hui les migrants qui sont actuellement sur notre territoire, au niveau de l'accueil, je pense que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on leur avait promis. En l'occurrence, on les voit, certains sont logés effectivement dans des hôtels, mais d'autres dans des tentes ou sous des ponts. C'est bien s'ils ont des tentes, Gérald. C'est bien s'ils ont des tentes, vraiment. C'est très rare. Françoise, attendez, laissez-le finir. Attendez, laissez-moi finir, parce que vous avez évidemment parlé. Le deuxième, il est économique. Et financièrement, cela nous coûte une fortune, plus de 50 milliards d'euros par an, notamment l'année dernière. Après, avec évidemment les hôtels, les placements en fait, des soins gratuits, l'aide médicale d'État, le paiement des associations et autres ONG, et ensuite les aides sociales. Tout ça, en fait, il faut le réformer parce que la plupart viennent pour ça dans notre pays. Ça, il faut le savoir. Et finalement, ce n'est pas assez rentable pour nous, donc le retour sur investissement, il est quand même déplorable. Je finis par le troisième point. Il est sécuritaire. En effet, nous avons une population qui est immigrée et qui ne sont pas de la même culture que les nôtres. Donc, du coup, nous avons une culture en fait qui se confronte à la nôtre et donc, évidemment, la sécurité est quand même grandissante. On le voit, toutes les 3 minutes en France, il y a une agression et 80%, vous pouvez le juger ou non, 80% est cause à cause de migrants ou d'extra-européens. Donc ça, malheureusement, ce sont des faits. Allez, Gérald, il y a petite réaction. Une petite réaction de Jean-Michel Fauvert. Non, mais j'ai bien compris ce que dit Gérald et je suis d'accord sur un certain nombre de choses, sur ce qu'il a dit, peut-être pas sur tout, mais sur un certain nombre de choses. Mais je voudrais juste préciser quand même, parce que j'étais sûr de mon fait et j'ai fait une recherche rapide, que en 2022 par rapport à 2021, l'aide publique au développement en France a augmenté de 12,5%. Parce qu'elle a été baissée en 2017. Non, mais non. Écoute, On est au plus haut niveau. On est à 16 milliards aujourd'hui. On est un des pays qui donne le plus. Il faut aller regarder en réalité ce qu'il y a à l'intérieur de l'aide au développement. C'est un peu plus compliqué que ce que vous êtes en train de dire. Tout a baissé, vraiment. En 2017, Macron a baissé l'aide. Parlez pas en même temps. Laissez Pierre-Henri, président de France Fraternité en Écosse. Oui, mais écoutez... je crois que, d'abord, ce discours autour de la criminalisation des ONG n'a absolument aucun sens. Les ONG ne sont pas des pourvoyeurs de migrants. Ça, c'est les mafias qui s'engraissent sur le dos des migrants qui font trafic d'êtres humains. Les ONG... Mais il y en a, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de trafic. Il y a un business très florissant qui n'est pas celui des ONG. Absolument. Disons les choses très clairement. Les ONG qui interviennent par exemple en Méditerranée centrale, elles font le travail que les États devraient faire en matière de sauvetage. Je pense notamment à SOS Méditerranée. Donc ce discours n'a véritablement aucun sens. C'est un discours militant, haineux, qui cherche à opposer les gens. Moi, je suis pour qu'il y ait un accord entre les États et les ONG pour aller en Méditerranée sauver les gens, pas opposer les uns et aux autres. Vous pouvez comprendre que certaines communes qui ne peuvent pas gérer ces personnes qui arrivent, ce soit très compliqué pour eux. Mais vous pouvez comprendre que c'est insupportable. compliqué quand ce n'est pas organisé. Oui. Mais vous comprenez que les citoyens peuvent être en colère. Mais je vous rappelle que sur le territoire... c'est dépassé, avait dit François Mitterrand il y a plus de 30 ans. Pardon ? Le seuil de tolérance est dépassé, avait dit François Mitterrand en 89. Vous savez, le seuil de tolérance, moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai travaillé pendant, et je continue à travailler dans ce secteur. Les établissements qui accueillent les personnes dans des lieux, soit collectifs, soit individuels, il n'y a pas de sujet. Par contre, vous laissez les gens à la rue, c'est une école de la folie. Et donc, moi, je suis pour des structures d'accueil. Pour les encadrer. Dès le premier arrivé, pour les encadrer. Ça ne me gêne pas de dire cela. Mais il faut beaucoup moins d'arrivées. Pardon ? Il faut beaucoup moins d'arrivées. Parce que par État, en répartition par État, ça fait très peu. Honnêtement, Jean-Michel, vraiment, si on arrivait à imposer cela. On va pas repartir dans un débat, malheureusement. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président de France Fraternité, d'avoir été avec nous. Dans un instant, on se... Mais on vous réactionne avec je me sens moins seul, on est un peu masochiste. Allez. Dans un instant...